Salut à tous, c'est Julien Ponce et comme vous l'avez deviné dans le titre, c'est une initiation à On1 Photo. Alors je mets ce petit encart en tout début de vidéo pour vous expliquer en fait ce qui va suivre. Donc j'avais prévu de sortir sur tuto.com l'été, on va dire, 2022, une formation complète sur On1 Photo. Donc cette année 2022, elle a été assez, je vais dire, efficace pour moi. Donc j'ai sorti, ou ressorti, ou refait quasiment toutes mes formations complètes. Donc j'ai fait voilà, il y a Photoshop 2022, Lightroom classique, le Lightroom, donc pas classique, le mobile on va dire. J'ai fait une formation sur Capture One, sur Camera Raw, sur Affinity Photo. Donc j'ai fait vraiment pas mal de formations complètes sur tous les logiciels majeurs en fait, de la retouche photo, du développement photo numérique. Et il y a On1 qu'on me demande depuis assez longtemps. J'ai toujours un tout petit peu freiné, non pas parce que je ne crois pas au logiciel, que je pense très performant, et même d'ailleurs comme une vraie alternative au couple Lightroom plus Photoshop, puisque ça fait les deux, ça fait du trucage en plus de faire du développement et du catalogage, donc il a un positionnement qui est assez intéressant. Mais malheureusement il est très mal traduit, il y a beaucoup d'erreurs de traduction, et l'interface n'est pas très accommodante envers le français, avec des mots plus longs. Donc on voit que clairement c'est une toute petite équipe qui n'a pas vraiment les moyens. Alors est-ce que ça empêche de l'utiliser? Non. Est-ce que ça empêche de l'utiliser professionnellement? Non plus, parce qu'a priori les pros sont du coup plus à l'aise avec les anglicismes ou les traductions bizarres. Mais quelqu'un qui est parfaitement débutant et qui commencerait par ça, serait peut-être un peu rebuté par l'interface. Donc tout ça pour dire, j'ai un peu, on va dire, pris du retard. Et là on est à la rentrée 2022. Il n'y a pas vraiment de sens aujourd'hui à la sortir, alors que le 2023 va arriver. Donc les logiciels sortent à l'automne, la plupart du temps juste après Adobe Max. Adobe Max c'est fin octobre, début novembre. En général c'est Adobe qui dégaine en premier en sortant une nouvelle version, bien qu'il y ait des nouveautés toute l'année. Donc en fait le Photoshop 2023 c'est à 99% le même que le 2022. Ils ont juste rajouté quelques trucs pour dire qu'il fallait passer à 2023 évidemment. C'est eux qui dégainent avec ça, et derrière en général en novembre il y a le nouveau DxO, le nouveau Capture One, le nouveau On1, le nouveau Luminar, il n'y a que Affinity qui fait sa vie de son côté et qui se fout un petit peu de ça, et c'est très bien d'ailleurs. Donc ça pour dire, aujourd'hui ça n'aurait pas de sens de sortir juste avant la version 2023 une formation complète à On1 2022. Je vous explique mon calcul, c'est j'espère que à l'occasion de cette 2023 qui va d'ailleurs avoir des nouveaux outils vraiment sympas, j'espère qu'il y aura une traduction un peu mieux. Alors, qu'il y ait une nouvelle traduction un peu mieux ou pas, je ferai ma formation complète, donc ça sera, je sais pas encore en termes de durée, mais probablement 4-5 heures, un truc bien complet, bien balèze, et que j'essaierai de vendre à un prix correct, normal, comme je le fais d'ailleurs pour cette année 2022, où je n'ai pas augmenté mes prix sur mes formations complètes, malgré l'inflation et tout ce qu'on entend, qui vous touche et me touche aussi, mais voilà, je fais en sorte de garder la formation accessible à tous, et même mieux, puisque du coup cette formation a déjà été commencée à enregistrer, donc là 2022 sur On1, je me suis dit que j'allais vous la proposer sur YouTube, donc gratuitement. Elle n'est pas complète, j'avais commencé à enregistrer environ 35-40 minutes, j'avais commencé à parler de l'interface, des bases, des systèmes de tri, du catalogue, et je n'étais pas encore allé jusqu'au développement. Puisque voilà, il y a la nouvelle qui va arriver, donc de toute façon je vais devoir recommencer. Donc ce contenu qui existe déjà, plutôt que de ne rien en faire, je vous le propose gratos sur YouTube. Donc vous allez m'entendre par la suite là, parler de cette première vidéo, cette deuxième vidéo, cette troisième vidéo. En fait il y avait les 4 premières, donc vous allez entendre dire ça. Et donc du coup il n'y aura pas la suite, il y aura juste jusqu'au catalogage, il n'y aura pas le développement. Et pareil, il y a des moments où je vais dire plus tard dans la formation je vous parle de ceci, parce qu'évidemment au moment où j'ai enregistré, j'étais censé le faire pour la version complète, avec donc le projet de tout enregistrer. Donc j'espère que vous comprendrez ce que je vous propose ici. Ce n'est pas une formation complète, c'est 40 minutes d'une formation complète qui ne sortira pas, en tout cas pas dans cette version, et plutôt que de ne rien en faire, je préfère en fait tout simplement vous la donner. Ceux qui veulent une formation complète et se former vraiment très sérieusement avec On1, il faudra attendre un petit peu que je la sorte sur tuto.com, je la sortirai au meilleur prix possible, et il y aura, quoi qu'il arrive, comme toutes mes formations quand elles sortent, une période de lancement avec moins 15%. Voilà, le tout sur un prix, encore une fois, que j'essaye de maîtriser, j'essaye vraiment de ne pas répercuter l'inflation. Si vous prenez ma formation complète à Photoshop, elle est 3 heures plus longue que la précédente, et elle est au même prix que celle que j'ai sortie en 2019. Donc je veux dire, quand bien même il n'y aurait pas l'inflation
extraordinaire qu'on a en ce moment, juste l'inflation normale, je fais le chemin inverse, c'est-à-dire que j'annule l'inflation et en plus je rajoute du contenu. Donc clairement j'essaie de faire ce que je peux pour que vous le ressentiez le moins possible et que se former soit le plus accessible possible, avec une politique commerciale qui est sur tuto.com juste, où on valorise le métier des formateurs qui sont certifiés. Voilà, non pas comme d'autres éditeurs, souvent étrangers, qui ont une politique de prix barré illégale, avec des prix barrés tout le temps. Je ne vais pas citer de nom, mais je pense que vous avez compris. Avec des formations qui sont positionnées volontairement à des prix démentiels, c'est-à-dire 150 ou 200 euros, pour faire un prix barré à 90% pour qu'elles se retrouvent à 15 euros. Ce qui est illégal de le faire en permanence, ce qui est illégal de faire un faux prix barré, et ce qui est en plus dévalorisant parce que une formation complète à Photoshop de 25 heures, ça ne vaut pas 250 euros, mais ça vaut pas non plus 15 euros. Si moi je vends mes formations complètes à 15 euros, je vous dis tout de suite, je suis obligé de trouver un autre job en fait. Parce que je vis de mon activité de directeur artistique en agence, mais je vis aussi de la formation, je peux pas me séparer de l'un des deux, quoi. Donc voilà, je voulais faire ce petit point pour vous expliquer pourquoi en fait il y a 40 minutes d'une formation complète à On One sur YouTube qui aurait dû être sur tuto. J'espère que ça vous plaira et du coup ça vous permet aussi de me faire des commentaires sur si vous avez pensé que c'était bien, ce que vous pensez d'On One, s'il y a des trucs que vous voulez voir dans On One, ou plutôt des trucs que vous voulez voir dans la formation par rapport à d'autres logiciels. En gros, comment vous allez l'aborder cette formation On One? Est-ce que vous voulez qu'on parle de comparaison par rapport à Lightroom? Est-ce que vous vous foutez complètement qu'on parle des autres logiciels et vous partez du principe que vous arrivez dans On One sans connaître le reste? Voilà, en gros, je veux savoir un petit peu à qui je m'adresse. Donc si vous avez des remarques qui me permettront de vous faire une formation On One un peu plus adaptée à vos besoins, eh bien en tout cas n'hésitez pas. Ce qui peut beaucoup aider là, c'est de vous abonner et de mettre un petit like si ça vous a plu, parce qu'encore une fois, voilà, on vit avec des algorithmes et ce contenu que je propose sur YouTube, encore une fois, me rémunère très peu. Donc sur YouTube, c'est vraiment du cadeau. Le temps que je passe à faire des vidéos sur YouTube, encore une fois, c'est pas du temps qui me rémunère. Donc je suis obligé de faire un peu attention à proposer des choses où l'algorithme va quand même le proposer aux gens. Si je publie des trucs et que personne ne le voit et que... Ouais, c'est quand même un petit peu dommage, donc malheureusement la quête, vous voyez tous les youtubeurs qui vont quêter, demander s'il vous plaît abonnez-vous et faites un petit like, ça paraît idiot et c'est un peu relou, parce que je trouve ça aussi relou quand moi je regarde, mais c'est nécessaire en fait, quoi. C'est nécessaire parce que sinon en gros on pisse dans un violon, on sort des vidéos, on travaille, on n'est pas payé pour, parce que les pubs ça paye pas évidemment, et donc si en plus l'algorithme nous oublie, on a officiellement travaillé pour rien. Donc voilà, c'était une petite mise au point. Vous avez quand même là, voilà, 35-40 minutes, je crois, de contenu sur On One qui va vous permettre de mettre le pied à l'étrier. Pas sur le développement, mais au moins sur l'architecture du logiciel et sur le catalogage. Et donc, c'est prévu, il y aura une formation complète à On One, mais sur la version 2023, donc plutôt à la fin de l'année 2022, il devrait sortir en novembre. Donc le temps que je l'enregistre, ça sera probablement sur vos écrans sur tuto.com en décembre. Et je mettrai aussi évidemment des extraits gratuits sur YouTube. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, dans la suite de la vidéo, vous allez m'entendre parler d'une formation complète. Voilà, maintenant vous allez comprendre le pourquoi du comment. Je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, et y compris sur le développement dans On One, j'y répondrai ici bien sûr avec plaisir. Et n'oubliez pas de faire un petit tour sur mes pages de réseaux sociaux, notamment facebook.com/julien.suka. Vous avez les liens dans la description si vous voulez là aussi poser des questions et interagir avec la communauté. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye bye. Alors dans cette première vidéo, on va apprendre un petit peu à faire le tour de l'interface de On One Photoro. Alors j'ai pas mal de choses un peu à vous dire en introduction et en avant-propos, on va dire. Donc déjà j'enregistre avec Photoro 2022, c'est un logiciel qui est mis à jour 2 fois par an, en tout cas depuis 2-3 ans il me semble. En gros au moment de l'automne, c'est-à-dire octobre-novembre. Donc il faut savoir que fin octobre c'est la grande messe de Adobe Max. Vous allez me dire pourquoi je parle d'Adobe alors qu'on est ici sur On One Photoro. Parce qu'en fait c'est un peu eux qui rythment l'année. La conférence Adobe Max présente les nouveautés des logiciels. Alors il y a des nouveautés chez Adobe toute l'année, depuis le passage à l'abonnement en 2014. Tous les trimestres, il y a des nouveautés un peu partout, mais il y a une grande conférence. Et cette grande conférence, c'est le moment où en fait les logiciels changent de version. En octobre 2022, il y aura l'Adobe Max et les logiciels passeront à la numérotation 2023. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année 2022, Photoshop s'appellera Photoshop 2023. Bon, c'est un peu idiot, mais c'est purement du marketing. C'est pour créer en fait un changement dans le logiciel, mais il est évident que la version 2023 de Photoshop, qui sort fin octobre,
elle est très très peu différente de celle qui était là 3 semaines avant. En l'occurrence ici, il a été mis à jour en juin 2022. Il y a très peu de choses qui changent dans le logiciel, il y a juste des petits ajouts qui sont plus ou moins bien, c'est pas le propos. Et donc tout le monde se calque sur ce truc-là. Ça fait quelques années que Capture One sort sa nouvelle version de Capture One, enfin Phase One plutôt, qui est le nom de la boîte, sort Capture One en novembre. Donc On One fait pareil, DxO fait pareil, Luminar, Skyloom fait pareil, même si je ne les mets pas au même niveau, mais voilà, en gros toute l'industrie de la retouche photo, du trucage, se met à jour, c'est-à-dire que Adobe dégaine en premier, et derrière ça suit quoi. Et de temps en temps il y en a un qui dégaine un petit peu avant, suivant le calendrier, mais en gros c'est au moment de l'autonne. Donc là j'enregistre avec la 2022, peut-être que vous verrez cette formation au moment où le 2023 sera sorti, mais il ne faut pas vous inquiéter. Ce que vous allez voir dans cette vidéo sera compatible. Si ce n'est pas le cas, je ferai un ajout dans une vidéo dans le sommaire, donc une vidéo gratuite. D'une part pour présenter les nouveautés, d'autre part pour vous dire s'il y a des choses qui ont été cassées. Mais vous imaginez bien qu'à chaque nouvelle version, ça ne remet pas tout en cause. De la même façon que je réenregistre des formations sur Photoshop tous les 2 ou 3 ans, mais en réalité, on pourrait acheter ma formation sur Photoshop qui est là depuis 2014, et même celle d'avant qui doit dater de 2012, je crois, la toute première, celle sur CS6, mais franchement, il y a 95% qui est toujours là, toujours valable. Et heureusement, une fois que le logiciel il est complet, on ne peut pas le réinventer, et puis ça ne sert pas à grand chose en fait. Donc On One est très complet déjà. Alors forcément c'est un logiciel qui arrive un peu plus tard, à partir de 2016 ou 2017, et malheureusement qu'il y avait une version française, alors d'une part inexistante, et d'autre part très minimaliste, à partir de 2019 il me semble. Et aujourd'hui, alors c'est pour ça que je vous affiche le premier lancement de On One Photoro, aujourd'hui on a toujours des traces, assez fréquemment, d'un logiciel qui a quand même été pas très très bien traduit, mais c'est largement, on peut travailler avec, il n'y a pas de problème, juste vous allez avoir, ça va vous mettre un petit peu un petit sourire en coin, par exemple, ce hub d'apprentissage qui se lance au démarrage, comme beaucoup de logiciels, voilà, pour vous apprendre à faire des trucs. Alors évidemment, vous ne trouverez pas un seul tuto en français, à mon avis, c'est pour ça que vous êtes en train de regarder ma vidéo. Et vous avez en bas, par exemple, spectacle au lancement. Alors, vous pouvez vous dire, qu'est-ce que ça veut dire, spectacle au lancement? Et bien évidemment, ça veut dire show at startup en anglais. Donc le startup, c'est le démarrage du logiciel. Show on startup, démarrer au lancement, quoi, en gros. C'est-à-dire montre cet écran au lancement. Et donc ils ont traduit ça assez bêtement en spectacle au lancement. Alors c'est pas il, hein, je pense qu'ils ont balancé un bon coup de Google Translate sans trop réfléchir. Et donc il y a plein de petites traductions qui sont un peu bizarres, pour être honnête, mais qu'on comprend. Et si on les comprend pas, ben, maintenant vous allez les comprendre, parce que je vais vous donner ce qu'il faut pour bien le comprendre, quoi. Donc là, tout ce qu'on a à l'écran, par exemple ici en français, est bon. On va faire un petit tour de l'interface, mais tous les petits trucs de français qu'on peut lire sont tous... ça a du sens. Et il y a juste de temps en temps, vous allez avoir des trucs qui font pas, voilà, ou qui sont mal formulés. Par exemple, filtre par goût. On aurait probablement pas traduit comme ça, en tout cas dans Lightroom c'est pas du tout comme ça. Window, c'est la fenêtre. Pourquoi pas fenêtre? Parce que dans tous les logiciels en français on a affichage et fenêtre, et là on a la fenêtre, donc on n'a pas l'affichage ou la photo ou l'album ou les paramètres. Là d'un coup on a la fenêtre. Bon voilà, vous voyez, c'est pas méchant, mais voilà, il y a quand même des traces. Ensuite, au niveau de l'interface, ça se présente globalement comme beaucoup d'autres logiciels, c'est-à-dire une boîte à outils sur la gauche, des panneaux à gauche et à droite que probablement ceux qui viennent de Lightroom vont reconnaître, et on a une deuxième boîte à outils sur la droite une fois qu'on est rentré sur une photo. Donc On One Photoro, c'est une interface qui s'adapte en fonction de ce qu'on fait. Par exemple, on a 2 tâches principales, tout comme Lightroom, c'est qu'on va pouvoir trier, cataloguer et essayer d'évaluer ces photos en fonction de métadonnées. Et on va bien entendu pouvoir les retoucher. Ensuite, le positionnement, il n'est pas égal à Lightroom, dans le sens où dans Lightroom, vous ne pouvez que développer des images, alors que, entre gros guillemets, parce que c'est déjà pas mal, mais vous ne pouvez pas, par exemple, les truquer. Vous ne pouvez pas prendre le ciel d'une photo et le mettre sur une autre. Pour ça, il faut aller dans Photoshop. Donc la promesse d'On One, c'est que vous allez tout faire dans un seul logiciel. Vous allez pouvoir truquer, vous allez évidemment pouvoir trier, cataloguer vos photos, pouvoir les développer les fichiers bruts et les truquer. Alors si on reprend le même exemple, prendre le ciel d'une photo, d'un paysage et le mettre sur une autre. Donc en gros, vous réunissez en quelque sorte Bridge, Camera Raw et Photoshop. Ou Lightroom et Photoshop, sachant que Lightroom c'est en gros le moteur de Camera Raw,
avec évidemment des fonctionnalités de catalogue qui ont été déportées en partie dans Bridge, quoi. Donc c'est disponible sur abonnement pour une fraction du prix de ce qu'on trouve d'habitude, notamment par rapport à Capture One, par rapport à l'abonnement chez Adobe qui est quand même pas très cher, 12 ou 13 euros. Là vous allez payer, il me semble, 8 euros, je crois que c'est 7 $, ou 8 $. Donc bon, suivant la conversion, l'endroit où vous êtes dans le monde, votre monnaie, on va dire voilà, un peu moins de 10 euros, entre 8 et 10 euros, donc c'est 2 euros de moins. Mais je pense qu'il faut surtout s'attarder sur la promesse du flux de travail plus que sur la promesse du prix. Si c'est votre métier de faire des photos, gagner 2 euros par mois, je pense que niveau business, si vous êtes à 2 euros près, c'est qu'il y a quand même un sérieux problème. Je dis pas que voilà, il n'y a pas de petites économies, vous pourrez me dire, mais bon, quand il s'agit de son métier, c'est quand même important de ne pas être à 2 euros près. Non, la vraie promesse, c'est celle du flux de travail, de se dire je fais tout avec un seul logiciel, je fais pas de bascule entre Lightroom et Photoshop, je fais pas de bascule entre Capture One et Affinity pour ceux qui sont allergiques à Adobe et à l'abonnement. Là par contre vous allez retrouver un abonnement, mais en tout cas si vous êtes allergique à Adobe, voilà, il y a beaucoup de photographes qui sont passés à Capture One et à Affinity. Et aussi d'ailleurs pour une promesse de flux de travail, parce que dans Capture One il y a des choses qu'on fait mieux que dans Lightroom, et donc dans On One il y a des choses qu'on fera mieux, des choses qu'on fera moins bien. Donc c'est vraiment important de vous attarder sur le flux de travail. Donc l'interface, elle au moins, elle est quand même assez, on va dire, classique et pas trop difficile à apprendre. Alors, il y a juste un truc que je vais vous montrer avant de passer dans la vidéo suivante au vrai tour de l'interface. Là, on avait quelques trucs à dépoter avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. C'est que si on va dans Modifier puis dans Préférences, on va trouver dans Système, ici, force de la carte vidéo. Alors voilà, encore une fois on va retrouver des traductions un petit peu bizarres, mais cette glissière elle est très difficile à comprendre. En gros c'est pour savoir combien d'unités de calcul et de mémoire vidéo il va dédier à la génération des aperçus des fichiers bruts. On sait pas trop ce qui est vraiment accéléré par le GPU, à part les fonctions d'intelligence artificielle. Mais bon, là je travaille sur un GPU qui est dédié, c'est-à-dire que si je vais dans mon Task Manager, donc sur Windows, donc c'est un 5900HX avec Radeon Graphics, j'ai désactivé volontairement ma carte graphique RTX 3080 sur cet ordi qui est un ordi portable. Donc là tout est calculé sur la Radeon interne, avec en plus OBS qui tourne mais qui est déporté sur le processeur, lui, donc il y a l'encodeur qui enregistre cette vidéo en ce moment même. C'est le processeur, c'est pas le GPU qui la calcule. Et donc si vous êtes chez Nvidia, vous pouvez avoir, ça arrive des fois, hein, mais ça arrive qu'on ait un petit, ce qu'on appelle un watermark en haut, avec écrit No DC. Ça peut venir de vos drivers qui sont mal installés, et c'est vraiment On One qui est capricieux avec ça, parce que je ne l'ai eu dans aucune autre application, dans même pas des jeux d'ailleurs. Donc la RTX que j'ai sur cet ordi, elle tourne super bien. Donc là je l'ai désactivé, vous le voyez, pour les besoins de l'enregistrement de ce tuto. Mais je préfère vous le dire, si jamais vous avez un ODC qui s'affiche en haut, il faudra probablement réinstaller de manière clean vos drivers Nvidia. Évidemment ce problème ne se produit pas du tout sur la version Mac. Donc ici je tourne sur la carte interne. Alors il n'y a pas évidemment besoin d'une RTX 3080 pour faire tourner On One, hein. Vous voyez que vous allez voir, ça tourne très très bien. Mais juste je voulais vous le dire en amont. Maintenant je pars du principe que pour le reste de la vidéo vous aurez configuré ça correctement. Normalement tous les réglages qu'il fait ici par défaut sont très bons. C'est juste voilà, moi j'ai eu à désactiver ma RTX 3080 parce qu'au moment où j'ai enregistré cette vidéo je pouvais pas réinstaller les drivers, mais si jamais ça vous arrive au moins vous saurez pourquoi. C'est juste dans On One que j'ai eu ce truc. Il est très probable que dans les versions futures ce truc soit corrigé. Et je pense que ça vient du fait que j'utilise un système qui a deux cartes graphiques, une carte interne AMD avec le processeur et une carte dédiée Nvidia. Voilà, c'est vraiment un truc très particulier. Il y a beaucoup de portables qui l'ont, de PC bien sûr. Sur Mac, maintenant on a une architecture unifiée avec du M1. Les précédents Mac avaient aussi la même chose. Il faut savoir que les Mac Intel avaient une puce graphique interne gérée par le processeur. Donc c'était un iGPU, donc un GPU intégré, donc géré par Intel, et ensuite une carte AMD. Donc par exemple si on prend les anciens MacBook Pro, c'était une Radeon par exemple 560 pour les précédentes générations de MacBook Pro. Aujourd'hui avec M1 et la puce Apple, évidemment on n'a plus ce problème, mais c'est quelque chose qui peut exister sur Mac si vous avez une ancienne version, si vous avez un ordi qui est de l'ancienne génération, qui tourne encore sur Intel. Ceci dit, voilà, j'ai jamais vu le No DC s'afficher sur
sur un MacBook Pro par exemple. Donc voilà pour le petit tour de l'avant-propos de ON1. Il y avait voilà, quelques petits trucs qu'il fallait que je vous dise concernant la traduction, concernant donc l'optimisation de la machine et pourquoi vous pourriez avoir un petit message. Maintenant dans la vidéo suivante, on va passer au vrai tour du propriétaire. On va voir en gros comment fonctionne cette interface, comment on fait du tri, comment on développe des photos, mais il faut d'abord faire un tour des panneaux et des menus pour que vous vous sentiez à l'aise avant d'attaquer le vif du sujet. Alors voyons voir à présent l'interface. J'ai ici ON1. Au moment du premier démarrage, j'ai rien touché, j'ai pas personnalisé l'interface, donc vous devriez la voir de la même façon. Vous remarquez que ça utilise un fond gris qui est assez foncé, c'est un peu plus foncé que le gris moyen, mais c'est déjà mieux que les interfaces gris foncé comme on a par défaut dans Photoshop, Affinity, Capture One, qui sont très à la mode, mais qui selon moi sont trop foncées. C'est agréable le soir, peut-être, pour éviter de se casser les yeux sur un truc qui serait trop clair, mais en réalité, pour bien évaluer une image, en fait, ce qu'il faut faire, c'est avoir un fond de gris moyen, 50%, de telle sorte que ce soit ni trop clair ni trop foncé, et que ça ne donne pas l'impression que votre image est trop claire ou trop foncée. Bon, là, c'est quand même assez foncé. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez aller dans Modifier et Préférences, et vous avez ici la possibilité de changer la couleur d'accent, mais de changer, vous le voyez, pour un personnalisé. Et on pourrait mettre, par exemple, un gris moyen, donc 128, 128, 128. Je vous rappelle que la luminance en 8 bits, c'est 256 valeurs. Et que donc le gris moyen, c'est ça, à savoir 128, 128, 128. Et vous avez ici, évidemment, la possibilité de changer la langue. Donc là, on est évidemment en français. Donc on verra quand on a une image d'ouvert ce que ça donne. En attendant, le reste de l'interface ici est en gris, un peu plus foncé que le gris moyen, mais on va s'en sortir. Les petits outils sur la gauche nous permettent d'accéder à différentes tâches pour accéder à ces images. Donc par exemple, ici, on a commencé. Alors c'est la première chose à faire, ça va être de modifier une seule photo, peut-être parcourir un dossier ou carrément cataloguer. Donc c'est là. La différence avec Lightroom, c'est que Lightroom ne permet pas de parcourir juste. Il faut importer des images dans un catalogue. On ne peut pas faire autrement. Vous ne pouvez pas juste lui dire « Tiens, j'ai envie de voir ce qu'il y a dans ce dossier ». Il faut lui faire importer ce dossier. On ne peut pas vraiment lui dire non plus de juste retoucher une image. Il faudrait juste importer une image en fait. Donc là, on a quand même la possibilité de travailler un petit peu on va dire à l'unité, si je puis dire, avec modifier une seule photo ou éventuellement juste parcourir un dossier. Donc si je vais chercher parcourir le dossier, je peux aller par exemple, je vais aller chercher ici un dossier d'image photo formation Lightroom. Je vais utiliser en fait tout simplement le dossier que j'avais utilisé pour ma formation Lightroom. Donc là j'ai plein d'images, mais ce n'est pas un catalogage, je suis juste allé dedans en fait. Donc maintenant que je suis là, je peux très bien aller sur un autre dossier, par exemple le dossier SD. Et en fait, j'ai pas eu à faire d'importation. Il parcourt là le dossier en ce moment même, en temps réel. J'ai pas eu besoin de faire une importation et d'attendre qu'il calcule les images comme dans Lightroom. Néanmoins, on a aussi évidemment la possibilité de cataloguer, on va le voir un petit peu plus tard avec les métadonnées. Donc c'était juste pour avoir un truc à l'écran, pour vous montrer que donc on a différentes tâches ici qui nous permettent d'accéder à nos images de différentes façons. On a cette interface ici sur le côté qui me permet d'accéder à mes catalogues. On peut évidemment en avoir plusieurs, même si le principe du catalogage c'est de n'en avoir qu'un seul, d'avoir un système un peu pyramidal. Alors feuilleter, là aussi, bon, c'est un petit peu une malheureuse traduction Google Translate, c'est que c'est browse en anglais, qui veut dire qu'on traduit en général par parcourir, même si browse ça vient de feuilleter un livre. Quand vous parcourez un livre, en fait vous le feuilletez. Et ce terme, quand il est venu dans l'informatique pour les anglophones, c'était dans l'idée que l'on allait feuilleter un livre, parcourir les pages d'un livre comme on parcourt les dossiers et les feuilles d'un fichier, comme un parcours des fiches, quoi, si vous préférez. Donc en français, évidemment, on n'a pas du tout cette notion d'avoir un livre ouvert quand on est devant un ordinateur. On n'a pas du tout cette image. On disait juste parcourir. Voilà, parcourir, en français, ça ne s'applique pas que pour un livre. Donc eux, voilà, ça a été traduit par feuilleter. Voilà, je vous fais un petit peu le pourquoi du comment. On a compris que ça voulait dire parcourir, mais bon, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Et on a à côté les pré-réglages. Évidemment, pour l'instant, même si j'ai ici sélectionné une photo, par défaut, quand j'ai pas de photo sélectionnée, évidemment, il n'y a pas de pré-réglage. C'est un petit peu curieux, mais là aussi, une fois qu'on sélectionne une photo, on a toute une série de pré-réglages qui sont fournis d'origine, dans lesquels on peut rechercher, évidemment, et vous vous en doutez, on va pouvoir créer les nôtres, bien sûr. Donc, par rapport à Lightroom, on a quand même un truc qui est un peu plus souple, c'est qu'on peut manipuler les fichiers un peu plus facilement.
Donc par exemple, déjà dans un dossier que j'ai pas eu importé, juste sur le disque dur, je peux très bien prendre une image et je peux l'ajouter à un sous-dossier, je peux la copier, puis ensuite la coller ailleurs. C'est un peu plus facile avec le menu contextuel de faire des choses. Donc là, évidemment, au milieu, j'ai mon affichage en vignette, donc je peux changer la taille, je peux changer le tri. Ici, je fais un tri ascendant sur les noms de fichiers. Je peux évidemment avoir des filtres, on va voir ça dans les vidéos suivantes quand on va classer. Et enfin, sur la droite, je vais trouver des panneaux qui me permettent d'accéder aux informations. Donc par exemple, ici, ça me donne des informations de métadonnées. Vous voyez que malheureusement, il y a un tout petit peu tronqué, c'est un petit peu bizarre. Mais ça me donne accès, évidemment, à l'appareil photo, l'optique, la date, le poids, quel type de photo c'est. Ici, évidemment, c'est un fichier brut. Et si j'ai une note, est-ce que j'ai un système de libellé de couleurs? Est-ce que l'image a été ajoutée en favori ou est-ce qu'elle a été ajoutée aux images rejetées? Ensuite, on va pouvoir trouver des paramètres qui sont appliqués. Donc ça, c'est bien parce que sur une image qui a déjà été retouchée par OnOne, on peut retrouver directement dans le module de parcours ce qui a été fait très précisément sur chaque outil. Vous voyez que là, je peux rentrer. Voilà, j'ai rien fait dessus encore pour le moment, mais on peut voir tout ce qui a été fait. Et même quand on va cliquer, aller directement se mettre le nez sur le panneau. Ce qui est quand même plutôt cool, puisque du coup, on peut aller toucher un réglage et avoir le nez dessus, sans avoir à aller chercher dans les panneaux. Ensuite, dans métadonnées, on clique pour afficher, on va avoir accès aux descriptions, aux mots-clés et aux données EXIF et IPTC qui nous permettent d'accéder encore une fois d'autres nouvelles métadonnées dans lesquelles on peut évidemment chercher. Et à la fin, on a une liste de mots-clés donc qui sont fournis par défaut, mais on va évidemment ici surtout retrouver les mots-clés sur lesquels on a déjà parcouru. Ici, donc sur cette image, je retrouve des mots-clés qui ont déjà été entrés dans des photos qui sont sur, les mêmes dossiers, quoi. Donc ici, j'ai une petite roue crantée, on va pouvoir ajouter les mots-clés, les exporter, les importer. Donc voilà, si vous changez de machine et que vous voulez reprendre votre catalogage ou votre tri, alors on peut faire encore une fois, hein, je vous le redis, un tri sans faire de catalogue dans OnOne, mais on peut du coup exporter et importer ces mots-clés. Et enfin, sur la droite, on va trouver les différents modes, en fait, les différents systèmes de réglage. Modifier la photo va nous amener dans l'interface de modification de photo. Donc si je clique ici, vous allez avoir tout de suite un nouvel interface de travail qui s'affiche avec des nouveaux outils sur la gauche, un nouveau panneau sur la droite qu'on va évidemment décrire dans les vidéos suivantes. Mais dès que je vais revenir ici, hop, sur ce bouton qui est le bouton d'accès au dossier et de catalogage, cette image va se fermer. Vous voyez, ça prend un tout petit peu de temps. Et ensuite, on va, parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo et encore une fois, ça atteint un petit peu les performances de la machine. Et vous n'aurez pas la même interface, voilà, suivant que vous triez ou que vous développez. Ces panneaux, encore une fois, on va les voir un tout petit peu plus tard. Quand on revient sur l'interface de tri, vous voyez ici qu'on a accès aux couches. Donc en gros, parce qu'on a des calques hein, dans OnOne, puisqu'on peut faire des trucages. Et ensuite, on peut faire du panorama, du HDR. On peut assembler aussi des timelapses dans cette image. Dans OnOne, on peut prendre plusieurs images et en faire une seule pour obtenir une vidéo. Donc on prend plein d'images, on obtient une vidéo, donc c'est que des images fixes et on peut assembler des timelapses et on a à la fin des options évidemment d'exportation qui vont nous permettre aussi d'imprimer, de partager et on le verra aussi de traiter les images sur le cloud, mais ce sera peut-être un petit cas particulier. Donc grosso modo, j'ai essentiellement deux panneaux dans OnOne tout le temps, avec un truc au milieu qui change en fonction de est-ce que je suis en train de parcourir ou est-ce que je suis en train de développer. Donc ça ressemble beaucoup à ce que fait Capture One, à ce que fait OnOne, à ce que fait Lightroom, pardon, à ce que fait DxO aussi. C'est vraiment un style d'interface qui est assez classique, si ce n'est que les boutons, les outils, au lieu d'être horizontal, comme dans Capture One ou comme dans d'autres logiciels, en fait elles sont sur les côtés et elles sont contextuelles, c'est-à-dire que les outils que j'ai là ne sont pas les mêmes quand je suis dans le système de parcours par rapport à est-ce que je suis dans le système de retouche. Voilà, c'est le seul truc qui change un petit peu. Et après, on a cette barre en bas qui, elle, par contre, est présente. Là aussi, encore une fois, c'est pareil dans Capture One, c'est pareil dans Lightroom. Et c'est aussi sensiblement la même chose dans DxO. Donc, vous allez retrouver vos petits. Et évidemment, je vais finir par le plus évident parce que c'est le cas de toutes les applications. On a évidemment en haut un menu avec la plupart des options et des fonctions que vous trouvez dans tous les logiciels de retouche. Donc, des outils qui permettent d'agir sur une photo donnée, sur un album, sur les paramètres. On va pouvoir accéder au cloud ici avec Cloud Sync, mais on en parlera en annexe parce que c'est vraiment un cas particulier. Et enfin, évidemment, les options d'affichage et de fenêtre pour avoir
gérer son zoom, avoir son mode d'affichage, réinitialiser les filtres. On va pouvoir aussi changer de panneau, activer le plein écran, le double écran, qui évidemment c'est parfaitement compatible avec le double écran. Je ne peux pas vous le montrer parce que il n'y a pas vraiment de système pour enregistrer 2 écrans à la fois quand on enregistre un tuto. Mais si vous vous demandez, si vous avez l'habitude de travailler avec 2 écrans et que vous venez d'un autre logiciel et que vous passez On One et que vous voulez être sûr que On One est capable de faire ça, ben oui, évidemment, il peut le faire. Il est capable de gérer 2 écrans pour travailler sur un système à base de 2 moniteurs. Donc voilà pour avoir brossé l'interface assez rapidement. On va maintenant parler un peu plus de l'interface qui est dédiée ici au tri des images. Donc on va commencer à faire nos premiers tris. On va aussi voir évidemment comment créer un catalogue. On va voir comment accéder et modifier les métadonnées. Bref, tout ce qui permet de trier et cataloguer un bon nombre de photos. Alors je vais vous montrer les systèmes de tri dans On One. Donc on est ici dans un dossier, j'ai pas encore créé de catalogue, on va juste voir dans les systèmes de tri et je ferai une vidéo à part pour les catalogues puisque tout le monde n'en a pas forcément besoin et c'est pas en soi un système de tri. Le but là c'est de vous montrer quels outils vous pouvez utiliser pour classer vos photos et les retrouver. Donc on en a, on va dire essentiellement 4. On a un système d'étoiles qui permet de faire une notation, un système de libellé, c'est le petit carré qui est là, et un système assez binaire qui dit si une photo a été prise ou rejetée. Et le 4e, c'est en gros tout ce qui concerne le texte, c'est-à-dire en gros les métadonnées de texte, c'est-à-dire en gros la description, les mots-clés, et tout ce qui est les données, par exemple ici IPTC, pour pouvoir, par exemple, si j'avais entré quelque chose dans pays, de pouvoir le retrouver facilement en tapant le mot-clé qui correspond au pays, par exemple. Donc si je prends une image comme ça, et que je dis que je veux faire une notation, ben en fait on clique sur les étoiles, donc par exemple on peut mettre 3 étoiles. On peut aussi utiliser le clavier, donc quand j'appuie sur 1, je mets une étoile, quand j'appuie sur 5, je mets 5 étoiles. Par contre malheureusement il n'y a pas de raccourci pour enlever les étoiles, si j'appuie sur 5, ça ne les enlève pas, il faut juste recliquer sur la 5e pour l'enlever. Vous pouvez me dire qu'à taper sur 0, alors qu'en fait 0, vous avez vu il y a un petit carré violet qui est apparu, ben ça c'est les libellés de couleurs, et donc violet c'est pour raccourci 0. Donc on aurait pu penser que c'était 0 étoile, mais non. Donc vous voyez qu'on a d'autres couleurs, on a rouge, jaune, vert, bleu, donc avec les raccourcis qui correspondent, donc 6, 7, 8, 9, et donc 0 pour le violet, et si je rappuie sur 0, vous voyez que ça ne change rien, il faut que je mette non pour dire qu'il n'y a pas de libellé. Et enfin, on a ici ce système qui permet de dire si une image est retenue ou rejetée. Donc pour dire qu'elle est rejetée, on appuie sur X, pour dire qu'on est retenu, on appuie sur P, c'est picked en anglais. Et on peut mettre U pour revenir à l'état par défaut. Alors j'ai sur cette version précisément, je ne sais pas si ça le fera chez vous, mais j'ai un petit bug. Vous voyez que par exemple j'ai appuyé sur U pour dire que je voulais revenir au neutre et hop, elle se remet en rejeté toute seule alors que j'ai rien changé. Et quand je mets non pour enlever les libellés de couleur, bah, en fait il revient sur le libellé de couleur violet. Et il change tout seul en fait. Alors c'est un peu aléatoire, voilà, ça y est, il a fini par revenir. Je vais lui mettre du jaune et normalement, quand je change de couleur, ça reste. Mais si je mets non, il revient forcément au dernier. En l'occurrence, ici, il est revenu sur du jaune. Donc c'est un petit peu agaçant. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc si je clique maintenant sur toutes les images qui ont pour libellé jaune en bas, avec le système de filtrage, bah évidemment, il m'affiche cette image. Et vous pouvez les cumuler. On peut prendre par exemple, on va mettre 4 étoiles à la première. On va dire à celle-là qu'elle est prise, favorite, comme si on avait appuyé sur P. Et je peux lui dire d'afficher voilà, que les images qui ont été aimé, donc liked en anglais, ou je peux lui dire de ne me prendre que les images qui ont un libellé jaune, ou de prendre que les images qui ont au moins, par exemple, 3 ou 4 étoiles. Donc si je prends supérieur ou égal à ne serait-ce que 1, j'ai tout de suite celle-là. Après, ça ne change rien que j'en mette 2 ou 3 ou 4, puisqu'il n'y a que celle-là qui a 4 étoiles, mais j'ai ce système de filtrage qui correspond d'ailleurs exactement à ce qu'on a dans Lightroom et dans Capture One. Donc là-dessus, c'est une copie conforme. Et enfin, on peut faire du texte. Donc par exemple, si je prends ces images ici, qui ont été prises à la place de la Concorde, et que je me mets, alors c'est plutôt au Jardin des Tuileries en l'occurrence, on va se mettre ici pour la Concorde, on va taper ville Paris, et on va remonter, on va taper mots-clés. Donc ici on va changer les métadonnées, vous voyez que j'avais une sélection et j'ai tapé un champ. Évidemment il me dit est-ce que tu veux faire ça sur une seule ou sur les 30, et je vais dire attention, moi je vais faire ça sur les 30. Et je vais ajouter le mot-clé Paris, virgule, Concorde. Et les images suivantes à partir d'ici, donc on recommence. On peut lui dire de ne plus afficher ce message accessoirement, comme ça il appliquera toujours à toutes les sélections. À partir de là, on est rentré dans le Jardin des Tuileries.
Alors là, c'est l'entrée côté Concorde, et après on se dirige vers l'esplanade, et on va aller jusqu'au bout. Là, on est passé au Sacré-Cœur, donc on va aller jusque là. Et là, on va être dans ajouter mot-clé Paris, et on va mettre Tuileries. Et on va descendre, et dans ville, on va aussi mettre Paris. Et on va taper sur entrée, et on va cliquer ailleurs. Donc maintenant, j'ai des mots-clés qui ont été mis sur toutes ces images. Donc en bas sur le texte, filtre de texte, si je tape Paris, j'ai toutes les images qui sont sorties, mais si je tape Tuileries, vous voyez que ça filtre en temps réel, d'ailleurs, j'ai uniquement celles du Orient et Tuileries. Et si je mets Concorde, j'ai toutes celles qui ont Concorde. Donc vous voyez que c'est déjà pas mal de choses qui sont possibles pour trier. Si au fur et à mesure que vous amenez des images, vous les triez, en mettant des notes, en mettant des libellés, en mettant des mots-clés, ensuite c'est hyper facile de les retrouver. Alors là, c'est embêtant, c'est que ce filtre, ce système de filtre, ne s'applique que sur le dossier en cours. Et c'est là où vient tout l'intérêt du catalogue, que je vais vous expliquer donc dans la vidéo suivante, qui est que vous allez pouvoir cataloguer des photos qui viennent de plein d'endroits différents, et que donc vous pourrez faire un filtrage par note, ou par libellé, ou par texte, ou par image rejetée ou aimée, et du coup ça ira puiser dans toute la base de données, peu importe le dossier dans lequel vous vous trouvez en fait. Là, si j'ai envie de faire un tri et de trouver toutes mes images de Paris, mais que des images de Paris j'en ai pas que dans ce dossier, il faut que j'aille faire un filtre à chaque fois, évidemment c'est pas du tout pratique. Et c'est là que le principe du catalogue est intéressant, c'est une base de données en fait, qui va agréger tous les endroits où il y a des photos, et où donc vous allez pouvoir déployer ce système de filtrage et de notation, mais sur un ensemble de localisation sur votre disque dur, et même sur vos disques durs au pluriel, puisqu'il est tout à fait possible d'avoir un catalogue dans lequel vous lui donnez à manger des disques, des dossiers qui sont stockés sur plusieurs disques. Donc voilà pour le système de filtrage, je voulais vous montrer ça d'abord parce que c'est ce qu'on va retrouver par la suite, et le catalogue étant un cas particulier. Maintenant qu'on a vu ce système dans sa globalité, donc nous allons voir à présent comment utiliser le système de catalogage, puisque là, la literie qu'on a mis en place ne fonctionne et ne s'affiche que dans le répertoire en cours, ce qui est quand même un peu contraignant. Donc on va aller dans Mes catalogues, et on va aller dans Dossier catalogué, et on va cliquer sur le petit plus pour ajouter un dossier catalogué. Donc moi j'étais en train de parcourir, là vous le voyez, tuto image SD, donc on va importer celui-là dans le catalogue. Il d'ailleurs contient lui-même plusieurs sous-dossiers, on va le voir. Donc là il me dit que il veut générer des aperçus et qu'il peut publier le contenu de ce dossier vers le cloud, ce que je ne vais pas activer pour le moment. On va activer la taille des aperçus standard, ça veut dire qu'il va précalculer le rendu des images pour que ce ne soit pas juste une vignette. Alors on clique sur OK, on voit que ici il va ajouter dossier catalogué le dossier SD, et qu'à l'intérieur on a deux sous-dossiers qui sont fleurs et un dossier scène, et ensuite si on clique sur SD, alors là il met à jour, si vous avez beaucoup d'images ça peut prendre un petit peu de temps, là ça a mis à peine 2 secondes, et là vous voyez qu'on peut parcourir toutes les images, et à la fin on retrouve les deux dossiers, fleurs et scène. Donc on peut aussi maintenant mettre un autre dossier au catalogage, on va prendre cette fois-ci photo formation Lightroom, et là aussi je vais cliquer sur OK. Donc là le rendu a été fait, on a toutes les images, on va pouvoir agrandir la taille des vignettes par exemple, et quand par exemple j'appuie sur E, je vais pouvoir voir l'image sur le fond gris que j'avais d'ailleurs réglé dans les préférences, et on peut utiliser les touches fléchées pour passer d'une image à l'autre. Et si j'appuie sur G, je reviens sur la grille, donc c'est exactement les mêmes raccourcis que Lightroom. Vous avez différents modes qui fonctionnent d'ailleurs aussi dans le mode feuilleté, mais qui permettent d'afficher donc une image en grand, un film fixe en bas, une image avec un système de comparaison, si par exemple j'en prends 2 en appuyant sur CTRL, et on a ici un système pour afficher sur la carte, si jamais vous avez géolocalisé vos images. Donc maintenant que j'ai importé des dossiers, on va pouvoir faire du tri à l'intérieur. Alors, si vous voulez faire un tri sur l'ensemble du catalogue, on va utiliser en fait la fonction de recherche, et qui me permet en fait de faire des recherches dans ici les photos actuelles, ou en l'occurrence les dossiers catalogués. On va ensuite mettre des critères de recherche, toutes les règles, l'une des règles ou aucune des règles. On va ajouter donc un champ et on va dire je veux trouver toutes les images qui vont contenir, donc par exemple on va aller chercher le mot-clé qui ont pour mot-clé Concorde. Et ça va chercher évidemment dans tous les dossiers catalogués. Et vous voyez que derrière la recherche s'est faite. Et donc peu importe l'endroit où il se trouve sur le disque dur, peu importe combien j'ai de dossiers catalogués, tout ce qui correspond à cette recherche va s'afficher maintenant. On peut d'ailleurs créer ce qu'on appelle un album intelligent. Donc un album intelligent, c'est photo Concorde. Ça veut dire qu'en gros c'est une recherche qui est sauvegardée, quoi.
Donc là maintenant j'ai enregistré un album intelligent que je vais retrouver dans album intelligent ici. Alors on va fermer la recherche, on va aller chercher les albums intelligents en cliquant sur montrer et j'ai photo concorde. Donc je clique ici, et en fait ce que ça fait c'est que ça lance la recherche à nouveau, toutes les images des dossiers catalogués qui ont pour mot-clé concorde. Donc ils sont tous là. Et juste pour vous montrer, donc là j'ai évidemment toutes les photos de la concorde, juste pour vous montrer, je vais tricher en fait, je vais aller dans un dossier photo formation Lightroom qui contient des photos de voyage de Bretagne en l'occurrence, et je vais faire, voilà, je vais injecter des mots-clés pour vous montrer que l'album va se mettre à jour automatiquement. Donc ici, on a pour mots-clés nuit, texture, voyage et Londres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un mot-clé avec concorde. Concorde, virgule, et voilà. Donc maintenant, si je vais dans photo concorde, j'ai toutes mes images, qui sont d'ailleurs issues du dossier qui était dans SD. Mais maintenant, je vais trouver tout en bas aussi les images qui sont en fait issues dans photo Lightroom. Donc j'ai pas eu à glisser les images à la main, j'ai enregistré une recherche qui se base sur des critères. Chez Lightroom, ça s'appelle une collection intelligente, collection dynamique. Et ce système se retrouve aussi dans Capture One. Donc c'est vraiment quelque chose que si vous ne savez pas l'utiliser auparavant, maintenant vous venez de l'apprendre. Et en plus, si maintenant, un jour vous utilisez un autre logiciel, vous saurez vous en servir dans ces autres logiciels, puis qu'ils ont voilà, des fonctions similaires. Donc l'avantage c'est quoi? C'est que vous pouvez bâtir en fait un système de recherche assez intelligent. Par exemple, on va créer un nouvel album intelligent qui est donc une recherche avancée finalement. Et on va lui dire d'aller dans les dossiers catalogués. On va lui dire d'avoir pour critère toutes les images qui ont une note. Donc on va mettre, alors on va trouver la note, nom de fichier, partager, saison. Je vais juste, hop, essayer de le retrouver. Alors c'est M, date, édité. Alors vous voyez qu'on peut mettre plein de... Est-ce qu'il a été développé avec par exemple un effet de liquéfié? Est-ce que ça a été développé avec un effet de ajustement local? Enfin on peut vraiment faire des recherches qui sont très précises. Évidemment aussi sur la taille de l'image, sur le type de fichier, sur la caméra qui a été utilisée. Enfin on peut vraiment tout faire. Et donc dans évaluation, on va lui dire trouve-moi toutes les images qui ont au moins 3 étoiles dans les dossiers catalogués et qui ont par exemple un libellé qui serait une étiquette de couleur qui serait par exemple rouge. Et je vais créer cet album intelligent maintenant. Et donc je vais mettre image 3 étoiles à retoucher. Alors, le caractère étoile ne passe pas à retoucher parce que pour moi l'étiquette rouge ça veut dire qu'il faut les retoucher en fait. Et je clique sur enregistrer. Donc maintenant, peu importe le nombre de dossiers que j'ai dans le catalogue, je vais trouver, vous voyez, toutes les images qui ont au moins 3 étoiles et qui sont rouges. Donc si par exemple, donc là j'en ai un paquet qui sont de Bretagne, qui rentrent dans cette catégorie, si je vais dans SD, puis que je vais dans Fleurs par exemple, vous voyez qu'ici elles n'ont pas de notes et elles n'ont pas d'étiquette rouge. Si par exemple je prends cette image que je trouve plutôt bien, que je lui mets 4 étoiles, et que je dis, j'appuie sur 6 et que je lui mets l'étiquette rouge, en toute logique, quand je vais retourner dans Image 3 étoiles à retoucher, elle va rentrer dans la recherche, elle va correspondre aux critères, et donc normalement je pense qu'elle va être tout en bas, ou quelque part, alors, je sais pas, là, en fonction du tri, on est par nom de fichier, donc on peut lui dire peut-être par, on va dire par évaluation. Il devrait mettre en évaluation les plus importantes en haut, il me semble. Alors je sais pas si j'ai bien mis, on va vérifier quand même, fleurs. J'ai même 5 étoiles et j'ai du rouge normalement. Et donc, album intelligent, 3 images à retoucher. Alors si elle n'est pas dedans, on va juste vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises au niveau des systèmes de la recherche, c'est-à-dire comment elle a été faite. Donc il faut que... Alors j'ai mis, voilà, c'est très bien, j'ai fait la bêtise. Regardez, j'ai mis pour évaluation que ce soit 3 étoiles. Donc c'est pas 2, c'est pas 3 ou plus, c'est juste 3 en fait. Alors forcément, ma photo de fleur qui avait 5 étoiles, elle a beau avoir une étiquette rouge, elle n'a pas 3 étoiles, elle en a 5. Donc ce que je veux faire, moi, c'est supérieur ou égal à 3 étoiles. Et j'enregistre. Et maintenant, on va retrouver tout en bas notre photo de fleur qui a 5 étoiles, donc ça rentre dans le critère 3 ou plus, et qui a une étiquette rouge. Donc il faut faire attention en fait, sur le système de notation, si vous demandez quelque chose qui est égal à, et du coup c'est rien d'autre, ou si c'est inférieur ou supérieur, et dans ce cas-là, ça va aussi tolérer s'il y a plus d'étoiles ou moins d'étoiles que le minimum que vous lui donnez. Et vous pouvez ensuite faire attention
à l'exclusivité des règles, c'est-à-dire ici, il faut qu'il y ait toutes les règles respectées, c'est-à-dire qu'il y ait au moins 3 étoiles ou plus, et que ce soit une étiquette rouge. Mais vous pouvez aussi lui dire, donne-moi en fait toutes les images qui ont au moins l'une des règles suivantes. Donc toutes les images qui ont 3 étoiles, mais qui ont aussi par exemple une étiquette jaune et pas rouge, elles vont rentrer, si je fais ça. On va cliquer sur enregistrer, et je ne sais pas si j'ai des images en l'occurrence sur lesquelles j'ai mis et délibellé autre chose que rouge, en l'occurrence non, mais regardez, on va le faire, on va aller dans scène, on va prendre cette image de la scène, on va lui mettre 4 étoiles, donc elle va rentrer dans image 3 étoiles à retoucher, et on va lui mettre un libellé jaune. Donc puisqu'il n'y a pas d'exclusivité des règles, que l'une ou l'autre et pas les deux, elle devrait tomber dans la recherche. Alors je pense qu'elle va être, hop, voilà, elle est en bas. Donc elle a 3 étoiles ou plus, elle rentre dans le critère, et elle a une étiquette jaune. Et donc vu qu'un des deux critères est respecté, ben hop, il l'affiche dans l'album intelligent. Je vais cliquer sur éditer, et si maintenant je veux que toutes les règles soient respectées, ben vous allez voir cette image disparaître, voilà, parce que bien entendu, elle a beau avoir 3 étoiles, ben en fait, elle n'a pas une étiquette rouge, donc elle ne rentre pas dans les critères. Alors si vous ne voulez pas mettre en place des systèmes intelligents comme ça, et que vous voulez juste avoir un album temporaire pour mettre des trucs dedans, en gros un dossier virtuel, ça ne va rien créer sur le disque dur, ça va juste le créer dans OneOne. On va faire par exemple sélection manuelle, et on va lui dire OK. Donc maintenant j'ai un dossier sélection manuelle dans lequel il n'y a rien évidemment. Et donc je vais aller chercher par exemple des images pour la mettre dedans, je vais aller dans scène, je vais prendre cette image, je vais le mettre dedans, je vais aller ici chercher des photos de Bretagne, du Mont Saint-Michel, on va aller en bas, chercher le Mont Saint-Michel, hop, ici, voilà, on va le mettre dedans, on va prendre des images qui ont été prises à Londres, de portraits avec Lara, des textures, on va les mettre dedans. Donc ça correspond à aucun critère de métadonnées, mais ça correspond à une sélection que j'ai faite à la main. Et évidemment, ce dossier sur le disque dur, quand je fais un clic droit, je ne peux pas aller le voir, il n'existe pas sur le disque dur. C'est juste OneOne qui, intelligemment, a créé un dossier virtuellement pour moi, pour que je glisse des choses dedans. Mais ensuite, les images sont à leur emplacement d'origine. Si je fais un clic droit sur cette image, je peux lui dire de me l'afficher dans l'explorateur. Et il m'a ouvert ici un explorateur, il m'a mis le nez sur l'image. Donc voilà, il m'a mis, c'était la 1287, enfin 2387, si je double-clique là-dessus, et que je l'ouvre dans Windows, tout bêtement, bah, je vais avoir voilà, la bonne image. Donc on retrouve la souplesse d'un système de catalogage qui va agréger dans une base de données différentes localisations sur différents disques durs. Ici, j'en ai mis qu'un pour l'instant, mais vous pourriez avoir des disques durs externes, internes, il n'y aura pas de problème. Et du coup, je peux faire des opérations dessus avec des systèmes de filtres via les albums intelligents, via la recherche en fait, que je peux donc enregistrer et je peux les retrouver facilement. Donc en gros aussi, à chaque fois que vous importez des images, vous remplissez des mots-clés, vous mettez des notes, vous les évaluez, ben, petit à petit, en fait, cette base de données va se construire et vous allez pouvoir mettre en place des systèmes de tri et retrouver vos images automatiquement. Vous pouvez dire, par exemple, de faire un album pour les images qui sont à retoucher, les images qui sont à finir, les images qui sont envoyées au client, les images qui ont été retouchées, pas retouchées aussi accessoirement, puisqu'on a vu qu'on pouvait utiliser ce critère, qui ont été retouchées en mode local, qui ont fait un objet d'un liquéfié ou qui ont utilisé la fonction portrait de OneOne. Bref, on peut vraiment trouver plein de règles et d'applications qui font qu'au fur et à mesure que vous importez des images, elles se rangent toutes seules en fait dans les bons dossiers, puisque ces dossiers se mettent à jour à partir des métadonnées qu'on lui donne à manger en temps réel. Donc ça demande une phase d'importation et de tri, on va dire continue. Alors si vous passez à OneOne et que vous avez 100 000 photos à trier, bon, bah c'est sûr que ça fait beaucoup de travail, mais on a la chance d'avoir dans OneOne, et je vous le montre en annexe, là on a la possibilité en fait d'importer des catalogues qui existent déjà. Donc ça veut dire que si vous venez d'un autre logiciel, notamment de Lightroom, vous allez pouvoir en fait importer une partie de ce que vous avez fait dans un autre logiciel, et vous avez même la possibilité de lui demander via intelligence artificielle de réévaluer les réglages. Alors, évidemment que le moteur de Lightroom n'est pas le même que celui de OneOne, mais il va regarder l'image comme un humain, et il va avec ses réglages à lui essayer de trouver un équivalent le plus proche. Donc on verra ça en annexe, mais voilà, si vous venez d'un autre logiciel, vous allez pouvoir récupérer certaines métadonnées si vous avez notamment activé la synchronisation XMP, une partie en tout cas. Mais voilà, ce que je vous conseille, c'est de le faire en mesure pour que, voilà, c'est un investissement sur l'avenir, puisque maintenant, à partir du moment où vous avez mis en place ces systèmes d'albums intelligents et de recherche avancés, bah, les choses vont se ranger toutes seules. Encore faut-il évidemment que vous remplissiez les métadonnées pour qu'ils puissent se baser dessus.